les Algériens et des Marocains ont contribué à la libération de l'Alsace et notamment la poche de Colmar, très bien accueillis par la population. Certains ont connu des femmes et se sont mariés avec des Alsaciennes. Donc il y a eu des mariages qui ont été conclus, mais pas tout de suite. Parce que si vous voulez, l'armée française, et notamment De Gaulle, voulait répandre le mythe que la France était libérée par ses propres forces. Et d'autre part, comme ils allaient entrer en Allemagne, les Allemands avaient un très mauvais souvenir de la guerre de 14-18 et de l'occupation de la Ruhr, où les Français avaient envoyé des troupes coloniales. Et donc, la grande politique, après, en 45-46, a été de blanchir l'armée. Donc, blanchir l'armée, c'est-à-dire de faire partir les troupes coloniales, les Algériens, les Maghrébins. Donc, on les a renvoyés, ils ont été rassemblés à Célestat, ils ont été renvoyés en mai 1945 en Algérie. En 1947, en septembre 1947, il y a eu, le gouvernement a pris une nouvelle décision, ça a été de permettre la libre circulation de part et d'autre de la Méditerranée. Et alors là, tous ces soldats qui avaient été renvoyés en Algérie sont revenus à l'endroit qu'ils avaient connu. Donc ils sont revenus ici dans la région, donc bassin potassique, Mulhouse, Guebwiller, Thann et Sainte-Marie-aux-Mines pour ce qui concerne le Haut-Rhin, et puis aussi à Strasbourg, puisqu'il y avait aussi du travail là-bas. Mais c'est surtout le Haut-Rhin qui a vu l'arrivée d'Algériens. J'ai encore eu l'occasion de côtoyer les anciens usagers, notamment des travailleurs nord-africains qui étaient déjà retraités mais encore présents dans nos structures. Et à un moment donné, j'ai eu la possibilité, si vous voulez, de retracer un peu leur parcours de travailleurs en Alsace. Et c'était vraiment une découverte parce que ce sont des gens qui ont vraiment contribué à l'essor de nos infrastructures dans la région. C'était vraiment très riche d'enseignements, de savoir qu'ils ont d'abord durement travaillé et qu'ils sont eux aussi attachés, si vous voulez, à cette valeur du travail qui les a fait venir ici et qui les a fait rester finalement dans notre région, parfois par obligation, mais aussi par un attachement viscéral au passé qui était le leur. Les Algériens ont travaillé dans les usines, alors SACM, DMC. À DMC, par exemple, on les occupait à faire les 3-8 à la filature parce que c'était zone très humide, avec beaucoup de matière en suspension, et c'était quelque chose de dangereux, quoi. Donc on les a utilisés dans les métiers les plus difficiles. À la SACM, c'était la fonderie, notamment, pas que, mais notamment, travaux publics, construction du canal. Donc à Haute-Marseille, mais il y avait tout le long du canal les petites cabanes, j'allais dire entre guillemets, pour cette main-d'œuvre. Et puis à Mulhouse, où ils étaient quand même le plus nombreux, ils ont commencé par vivre dans des conditions absolument lamentables, dans les anciennes casernes désaffectées, qui étaient plus ou moins désaffectées à l'époque. Et c'était conditions extrêmement dures. Et c'est là où il a commencé à avoir à Mulhouse une association qui s'est fondée pour loger, enfin, en gros venir en aide à ces Algériens. Et ça a été la construction de ce foyer donc, à la Merzau. Ce foyer, c'était un foyer construction légère, et avec des chambres qui étaient de 6 lits. Hein, c'était des chambres, pas des dortoirs, mais des chambres collectives. Et cette cité, cette première cité, qui a été faite pour ces travailleurs algériens, a pris le nom ensuite de Mohamed Kédar. Alors Mohamed Kédar, c'est le nom d'un des libérateurs de l'Alsace en 1944-1945, qui est mort, qui a été tué donc près du lac Noir. Et lorsqu'il a fallu donner un nom à ce foyer, la préfecture, enfin, et notamment ça a été après approuvé par la préfecture, a pris le nom de Mohamed Kédar.
Quand mon mari a démarré, il n'y avait qu'un foyer qui s'appelait foyer, qui était Mohamed Kedar, c'était donc en 51. Et ce foyer Mohamed Kedar, eh ben, c'était tout simplement des lits superposés en bois et branlants, et bon, qui n'avaient rien de décent. Mais d'un autre côté, c'était un abri. Et il y avait même à l'intérieur de la cité administrative une tente où étaient logées des personnes, quand j'ai dit logées, un abri. Et où personne, aucun médecin ne voulait même venir pour soigner ces gens-là. Ces gens-là, excusez-moi, nord-africains pour la plupart, et algériens, qu'algériens pratiquement. Et c'est mon mari qui y allait, qui emmenait les personnes chez le médecin aux urgences pour qu'effectivement ils soient soignés. Ensuite, il a créé le bureau d'intervention sociale et il a créé un accueil à la gare de Mulhouse et donc les différents foyers, oui, qui ont pu démarrer avec quand même des chambres décentes, avec un frigo, des douches, tout à fait autre chose que ce qu'ils ont connu, et Mohamed Kedar a été démoli. Donc tout au départ, en 51, c'était ça. Et oui, c'est grâce aussi à, effectivement, la Sonacotra que ça a pu se développer. Il y a eu les foyers Peugeot, dont Schweitzer, et quand Peugeot a, à ce moment-là, accueilli les personnes étrangères, et comme dit, des Yougoslaves et des Portugais, eh ben, ils ont demandé au Cotrami, et c'est là que mon mari a changé de sigle, CASNAR, Comité d'action sociale pour Nord-Africains, et a créé Cotrami, Comité de travailleurs migrants, en disant ça n'a plus lieu d'être nord-africain. Ils vivaient des fois 6 par petit logement, par studio, une douche par étage, enfin des conditions, je dirais, de vie qu'ils acceptaient parce que souvent ils renvoyaient tout leur salaire au pays qui permettait de nourrir des familles, plusieurs familles souvent. Et ils vivaient ici très pauvrement à Mulhouse, mais c'était des gens très bien. Je les ai côtoyés dès les années 60, puisque le hasard de mon parcours, j'avais 9 ans à l'époque, et moi-même j'étais là souvent au cimetière, aux enterrements de mes grands-parents, et je recevais des petits bonbons comme gamin de cette population du Maghreb qui était très contente de l'accueil qui était fait à Mulhouse pour aller travailler et reconstruire peut-être aussi après la guerre la ville. C'était souvent des gens qui travaillaient dans les travaux publics, dans le bâtiment, mais aussi pour les grandes usines, hein, que ce soit la SACM, le bassin potassique. C'était des gens simples qui vivaient malheureusement célibataires puisque leur famille n'était pas là. Et je crois que le soutien apporté à ce monde particulier, à ces immigrés, était totalement important et indispensable à leur vécu. On est allé les chercher en fin de compte. C'était vraiment un besoin de main-d'œuvre, d'ouvriers. Il faut se rappeler que Mulhouse était la ville où s'encheminait. Donc il y avait beaucoup de manufactures, il y avait beaucoup d'usines dans le domaine de la mécanique. Il y a eu après, bien sûr, Peugeot. Et la demande était très forte. J'ai beaucoup apprécié des actions un peu plus tard à Léos Cotrami. Je ne sais pas si l'association avait déjà changé de nom, mais une action qui allait avec l'histoire de l'association. Quand il y a eu tout ce respect pour les Chibani, pour les personnes d'origine maghrébine qui sont venues effectivement et qui ont passé leur vie ici à travailler, qui ne sont pas forcément repartis au pays pour des tas de raisons, et faire en sorte que ces personnes vivent dans des conditions correctes et qu'il y ait du respect et qu'ils aient leurs droits, droit à la retraite, droit à la santé, etc. Et qu'ils puissent quand même, au niveau de l'habitat, qu'il puisse y avoir des actions pour qu'ils puissent rentrer au pays tranquille de temps en temps. Ça, je trouve qu'effectivement, l'association, elle a toute cette... tout ce respect, c'est un respect subtil, mais
extrêmement important pour justement cette vague migratoire. Ça a été repris dans les années 60 par c'était le Koutrami, puis ensuite ça a été la Sonakoutra, et puis ça a été repris donc sous l'impulsion du FAS, le Fonds d'action sociale, ça a été repris par des organismes officiels et c'est devenu ensuite Aléos, etc. La question sociale est une question politique d'abord. Donc évidemment, l'État démocratique, surtout après 1945 et le programme du Conseil national de la résistance, l'État est intervenu, donc a obligé les associations patronales et privées à se glisser dans le cadre législatif, mais ils ont su le faire. Je pense encore à l'aide aux vieux qui est devenue l'APA, qui elle aussi a fêté ses 70 ans, elle était née en 1947, donc il y a peu. On est vraiment là dans une multitude de sociétés privées qui ont continué à fonctionner sans disparaître par rapport à... qui ont su s'adapter, je m'exprime mal, qui ont su s'adapter à des cadres législatifs en mutation pour continuer à chanter leur petite musique. Voilà. C'est le politique qui partage le monde. C'est le politique. Il y a un seul copain qui était ici, après il est parti définitivement à l'Algérie. On en marche tout le temps ensemble. J'ai commencé à Pigeon. 72 jusqu'à 94. Avant, vous savez, maintenant, tout moderne, mais avant, non. Non, la vie maintenant, c'est très bon. Mais avant, c'est très difficile un peu. Regarde, les jeunes, c'est pas comme nous avant, les jeunes, non. Les vieux, les jeunes, ils respectent les vieux, maintenant, non. Aléos est une structure qui a été créée au départ par des entrepreneurs. Donc c'est l'action sociale des industriels mulhousiens. Et notamment souvent de leurs épouses d'ailleurs, qui avaient le souhait de s'engager auprès des populations plus défavorisées ou des ouvriers qui travaillaient dans les usines et qui avaient parfois des conditions, je dirais, de vie qui étaient évidemment un peu précaires. Et très tôt, aux prises avec ce développement économique extrêmement rapide du 19e, afflux de main-d'œuvre venant essentiellement au début des campagnes environnantes, main-d'œuvre catholique, avec une ville qui était extrêmement protestante au début, ça c'est une caractéristique. Alors on a eu d'autres religions qui sont arrivées plus tardivement, mais capacité d'intégration de la ville et impératif de s'occuper des aspects sociaux, et Mulhouse a été très en avant, en particulier dans le logement ouvrier, avec l'une des premières cités ouvrières au niveau mondial. S'occuper très tôt du travail des enfants, de réduire le travail des enfants, intégrer des premières réflexions sur des caisses traitant tous les sujets qui ont été pris de façon nationale au cours du XXe siècle, mais de façon extrêmement précurseur. Nous avons accueilli en France les travailleurs migrants de l'Afrique du Nord et on les a logés dans des baraquements. Et à l'époque, les industriels de Mulhouse se sont indignés de voir les personnes qui viennent reconstruire la France logées dans des baraquements, sans confort, sans eau, sans toilette. Et de ce cri d'indignation est venue l'envie de, premièrement, bien accueillir les travailleurs qui viennent reconstruire la France. Et pour cela, on a commencé à construire des résidences. C'est bien la mobilisation d'une partie du patronat local qui a permis, si vous voulez, de proposer cette offre d'hébergement à des travailleurs migrants qui n'existait pas et qui a fait cette particularité de l'accueil de ces personnes dans la région mulhousienne. Et le patronat mulhousien a mis très tôt en place des systèmes que moi j'ai appelés de la philanthropie. Je ne veux pas le terme de bienfaisance, je ne veux pas le terme de charité. Dans philanthropie, il y a l'idée de l'amour de l'homme, il y a l'idée de non pas d'exercer une tutelle
du berceau à la tombe, mais bien d'accompagner le plein épanouissement de l'individu dans toutes ses potentialités. Et ça, le patronat mulhousien l'a fait dès le XIXe siècle. Alors il l'a fait avec ses valeurs, il l'a fait avec ses limites, il l'a fait avec son modèle éthique, avec son modèle familial, bon, que le monde ouvrier, devenu une classe ouvrière, pouvait totalement mettre en cause. Hein. Le problème n'est pas là, mais ils avaient une éthique. Dans l'Industriel alsacien, le journal de la bourgeoisie mulhousienne, il est écrit « On doit plus à l'ouvrier que son salaire ». Du côté des publics qui arrivent au titre de l'immigration, on n'est plus du tout sur les mêmes publics. On a une très très grande diversité de publics et je pense que c'est une des difficultés auxquelles on est confronté au quotidien. C'est-à-dire qu'on reste sur une image d'Épinal, oui, une image d'Épinal du migrant. D'ailleurs, ce terme de migrant, il est venu récemment dans l'actualité. On a parlé plutôt de travailleurs étrangers, de main-d'œuvre étrangère, puis d'immigrés, puis de familles rejoignantes, puis de réfugiés. En fait, c'est tout ça. C'est tous ceux qui font le chemin entre leur pays et ici. Et il y a une très grande diversité. Et on a du mal, je pense, aujourd'hui à appréhender cette réalité-là. Nous, on est persuadés au niveau de l'ORIV que c'est une richesse, l'immigration. Mais on n'a jamais dit que c'était simple. C'est complexe. C'est complexe parce que c'est des histoires individuelles et des enjeux collectifs. Et que la personne qui arrive aujourd'hui en France n'a pas grand-chose à voir finalement avec celle qui est arrivée dans les années 1910, dans les années 60, parce que le contexte n'est pas le même, parce que la personne n'est pas la même, elle n'a pas vécu les mêmes choses, et en fait on a du mal à recontextualiser les personnes. Après, au niveau des politiques publiques, ça a quand même évolué. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont mises en œuvre qui n'existaient pas il y a 40 ans, 50 ans. Mais bien évidemment, nous, on est persuadés, et c'est pour ça qu'on agit dans ce domaine, qu'on peut encore améliorer, qu'il faut éviter la concurrence entre les publics, qu'il faut surtout travailler aussi sur ce qu'on appelle la société d'accueil, c'est-à-dire nous tous, accepter quelqu'un, intégrer, c'est un double mouvement, c'est pas seulement celui qui arrive, c'est nous aussi qui devons faire place. Donc c'est d'autant plus compliqué dans les périodes tendues. Pour moi, c'est pas impossible, mais ça demande du temps, de la réflexion, et ça demande qu'on s'inscrive dans l'histoire. Voilà, il faut contextualiser et s'inscrire dans la durée. C'est intéressant quand on regarde l'histoire d'Aléos, donc qui ne s'est pas toujours appelé Aléos, puisque c'était le CASNAR au départ, Comité d'action sociale nord-africain du Haut-Rhin, qui est devenu ensuite Cotrami, et souvent les Mulhousiens connaissent notre association sous cette ancienne appellation. C'est que à chaque fois que l'association a changé de nom, elle a souvent il y a souvent eu une évolution du public. Et cette évolution du public est liée finalement à l'histoire de notre pays. Donc c'est important de comprendre quelles sont les évolutions qui nous impactent, qui fait que des besoins sociaux apparaissent, et à partir de là, quelles réponses on peut y apporter. Récemment, nous avons par exemple été sollicités par l'État pour apporter des réponses, comme un certain nombre d'autres associations d'ailleurs sur le territoire national, lorsque la jungle de Calais a été démantelée. Donc on voit bien que la jungle de Calais, elle s'est constituée parce qu'il s'est passé dans les relations internationales des histoires particulières en Afghanistan, en Syrie, et nous, on est à un moment à la rencontre de cette histoire. Comme Aléos a été présente au moment des Boat People pour les réfugiés du sud-est asiatique, pour également aider et soutenir la communauté turque qui s'est installée pendant les années 80 et 90 sur l'agglomération mulhousienne, en Alsace. Et donc on a soutenu, à la demande des pouvoirs publics, ces populations pour les aider notamment à créer des entreprises. Donc, on voit bien, connaître l'histoire, c'est à la fois déjà connaître nos racines, savoir d'où on vient, et puis les enrichir à chaque étape de cette compréhension de ce qui nous a amenés là, et ça nous aide aussi à éclairer d'ailleurs le chemin qu'on empruntera demain. L'immigration, d'abord, c'est énormément varié. Énormément varié. Aujourd'hui, on a plus de, je crois, 150 nationalités à Mulhouse. C'est une des villes les plus cosmopolites de France. Donc il y a eu les Afghans, et puis il y a eu dans les années 70 un grand apport de populations asiatiques, notamment des Cambodgiens, après l'arrivée des Khmers rouges, donc les Cambodgiens qui étaient dans des camps en Thaïlande. Et là,
on est allé les recruter pour travailler. Notamment, Peugeot est allé recruter des Cambodgiens, des Vietnamiens, les boat people. Donc beaucoup sont arrivés à Mulhouse. Des fois, on me dit que je suis très passionnée quand je parle de ça. Et souvent, je réponds qu'en fait, c'est plus que ça. C'est en fait, quand j'interviens, j'ai en tête, dans mes yeux, dans ma mémoire, les paroles des uns et des autres, cette espèce de relais que je dois passer, ce témoignage. Alors, je suis très attachée aux questions de mémoire et vraiment, je trouve que c'est ça. En fait, on leur doit cela. J'estime qu'on doit, aux habitants de quartiers populaires, parce que voilà, à ces personnes qui ont passé les frontières, etc. Parce que souvent on les voit comme des misérables, parce que souvent est mis en avant la pauvreté monétaire qui est la leur. C'est pas faux, c'est aussi une réalité, mais liée au public qu'on a accueilli. Mais en fait, on oublie que quitter un pays, passer des frontières, que ce soit pour des raisons d'asile ou pas, ça nécessite une force et une capacité que je ne suis pas sûre que chacun d'entre nous serait capable d'avoir. Et ça, en fait, on le met rarement en avant. Nous sommes arrivés parce que mon père travaillait avec les armées d'Américains et les Français. Il y a beaucoup des armées en Afghanistan. Et en fait, maintenant, il y a la guerre en Afghanistan, ça fait 40 ans. Et c'est pour ça que nous sommes venus en France. Ici, c'est bien pour nous. En Afghanistan, c'est beaucoup de problèmes pour moi. J'ai avant le travail avec l'armée d'Europe. Après, il y a beaucoup de talibans. Mais pour moi, c'est un problème. Après, je suis parti en Europe, ici en France. C'est très compliqué là-bas en Afghanistan. Et en Afghanistan, on ne pouvait pas y aller à l'école. Mais ici, c'est bien. On peut aller à l'école. Au début, on ne savait pas comment trouver une maison. Et c'est notre assistant social qui a trouvé cette maison pour nous. Et nous sommes venus ici. Je vais travailler ici en France et peut-être je vais choisir la spécialité du marketing. En Afghanistan, c'est avec tout l'armée j'ai contact, l'Amérique, l'Allemand, Hongrie, le Bulgarie. Le français, c'est l'armée des Français en Afghanistan, c'est très gentil. Après, j'ai sorti en Afghanistan, j'ai arrivé en France. J'aime la France. Aléos, c'est une association qui compte aujourd'hui une centaine de salariés, un petit peu plus, on est à 110 là depuis quelques semaines. C'est une organisation qui tourne autour de 4 pôles d'activité. Un pôle résidence sociale, qui sont les anciens foyers de travailleurs migrants transformés. Donc c'est l'essentiel de notre activité, c'est le socle fondamental. Et puis de l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est 3 activités juxtaposées. Une activité d'accompagnement social, avec des assistantes sociales, on en a une trentaine. Une activité sur l'accompagnement vers l'emploi, donc des conseillers emploi. Et puis une activité autour de la santé, donc un accompagnement, une prise en charge pour les personnes qui ont des problématiques de santé, qui sont des publics précaires. Donc grosso modo, là on a les 4 piliers de notre activité. Et autour de cela, il y a des fonctions support, des fonctions de maîtrise d'ouvrage, des outils comme l'AIVS, l'Agence immobilière à vocation sociale, qui sont des outils complémentaires autour de ces 4 grandes fonctions d'activité. On a un écosystème de l'aide sociale à Mulhouse qui est particulièrement développé, qui s'appuie, et c'est une spécificité, sur les associations et qui maille la ville de façon assez dense parce qu'il y a ce besoin, ce serait vain de le nier. Je suis responsable de fédération, je suis le responsable de la Fédération des acteurs de la solidarité. Aléos est adhérent, Accès est adhérent, Sursaut est adhérent. Donc nous nous retrouvons déjà dans un certain nombre de valeurs partenariales. Ça, c'est le partenariat des idées, ça c'est le partenariat aussi du lobby, de défendre les intérêts des personnes les plus fragiles. Et le partenariat que nous avons, qui est le partenariat fort, c'est autour du logement,
puisque nous avons un projet commun que nous menons à plusieurs associations, dont Accès, autour d'Imeos, autour de l'agence immobilière, pour faire de l'intermédiation locative, quoi. Nous, on considère que l'association va développer un certain nombre d'outils, de services à la population en fonction des carences qu'on peut identifier sur le territoire, hein, d'absence de prise en charge de tel ou tel public. Mais à chaque fois que l'on va travailler sur un sujet, on va essayer de s'adjoindre des compétences externes et des compétences d'autres associations qui elles-mêmes peuvent avoir des spécificités. Et donc, c'est tout l'intérêt et toute l'efficacité du secteur associatif qui fonctionne beaucoup plus par des coopérations que par des compétitions entre les acteurs. Hein, donc pour nous, c'est extrêmement important. On travaille donc avec le 115, par exemple, avec l'association Accès, avec l'accueil de jour, Sursaut, avec l'association ALSA qui s'occupe des personnes sans domicile à Mulhouse, avec la Fondation Abbé Pierre, voilà, mais également avec bien sûr nos financeurs, le département, M2A, l'État, hein, qui est un acteur important, l'ARS également. C'est les associations qui font tenir la société et qui maintiennent, je ne vais pas employer le grand mot de paix civile, mais qui entretiennent le vivre ensemble, autant que faire se peut. Nous, on a une disparité d'associations et c'est vraiment notre richesse associative. C'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des associations qui œuvrent au profit des personnes qui sont les plus démunies, de trouver cette intelligence de travailler ensemble, travailler en commun, de chercher des dispositifs plutôt que de se faire un peu de la concurrence et de faire en sorte que rien n'avance. Notre souci, et Alios le porte aussi dans ce sens-là, notre souci c'est d'abord être au service des personnes qui sont nos bénéficiaires, nos résidents. Ensuite, il faut dépasser nos égos et c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on fait pour que l'ensemble des associations qui œuvrent avec nous ou autour de nous arrivent à construire quelque chose de positif pour les publics qu'on accueille. Alors, même s'il ne faut pas nier le fait qu'il y a aussi une forme de compétition entre les associations, que je considère, vu de ma fenêtre, comme étant plutôt une compétition plutôt intelligente, oui, ça permet d'avoir un réseau dense et d'avoir sur différents problèmes des interlocuteurs qui sont plutôt logement, plutôt insertion, plutôt santé, mais qui ont la capacité de travailler entre eux et encore une fois de trouver des solutions. Toutes nos associations, elles combinent, comment dirais-je, différents champs d'action, différentes technicités, différentes compétences. J'ai envie de dire, nos salariés sont polyvalents. C'est d'une polyvalence incroyable. Dans le même jour, on ne fait pas la même chose. Et ça, c'est d'une richesse incroyable. L'activité de Sursaut, d'une part, c'est un accueil de jour inconditionnel pour personnes qui sont à la rue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un accueil de jour? C'est un endroit où des personnes peuvent venir, s'asseoir, boire un café, laver leur linge, prendre une douche, voilà. Et ensuite, pour ceux qui ont des droits, rencontrer des professionnels du social pour essayer de voir d'abord le problème du logement, ensuite le problème éventuellement du boulot, etc. Quand on parle de personnes sans domicile fixe, on pense tout de suite à la figure un peu mythique du clochard qui est dans la rue, mais c'est pas ça aujourd'hui. La personne sans domicile fixe, ça peut être monsieur et madame tout le monde qui à un moment donné se retrouve en difficulté, et qui a besoin d'un soutien temporaire pour pouvoir ensuite retrouver et revenir à une vie entre guillemets normale. En fait, au départ, j'avais une affaire à Mulhouse. Il y a eu un divorce, accident de la vie, séparation. Ma femme, elle a mis sous liquidation judiciaire, donc j'ai repris mon ancien métier, qui était tuyauteur-soudeur, et je suis allé travailler à Roudia. Mais le problème, c'est l'appartement, c'était elle qui l'avait, et donc il fallait bien que je trouve un logement. En plus, comme tout était mis sous séquestre, j'avais pas radis. Si vous êtes dans un appartement, disons dans n'importe quel HLM où les voisins ils s'en foutent, je suis vraiment bien ici, quoi. S'ils ne me voient pas quelques jours, il y a un coup de fil ou il y a quelqu'un qui toque à la porte.
c'est-à-dire je ne me plains pas. Vraiment, vraiment heureux. Est-ce qu'on l'a déjà eu une fois? Je ne sais pas. Mais ouais, ça va. L'AIVES, c'est l'agence immobilière à vocation sociale. Donc on fait de la gestion, c'est la gestion locative avec une vocation sociale supplémentaire. Donc l'idée c'est de faire de la gestion locative classique, mais en y ajoutant ce volet social, avec l'idée justement de prévenir toutes ces situations délicates, prévention des impayés, du mal logement ou du mal habité, et voilà, tout ce qui tourne autour du logement. Personne n'est à l'abri, effectivement, je crois bien. Et on en a régulièrement l'illustration dans des émissions où on voit, heureusement, nous, dans une ville comme Cernay, on n'a pas ce type de personnes, mais des personnes qui sont à la rue. Et je crois que le rôle d'Aléos, il est là, c'est que personne ne soit à la rue. Ça, c'est terrible, c'est le pire qui peut arriver. D'abord, il faut poser un toit au-dessus des personnes que l'on accompagne. Donc, notre baseline, comme disent les communicants, c'est au-delà du logement. Pour nous, la première chose, c'est de mettre un toit, que ce soit un toit durable ou temporaire, un hébergement, mais c'est d'abord préserver les personnes, leur donner une intimité à travers un logement. Donc, construire, continuer de développer du logement abordable, pour nous, c'est un point essentiel parce que c'est la base. On ne peut pas accompagner les gens quand ils sont à la rue. Il faut d'abord les sécuriser leurs biens, leurs faibles biens, faire en sorte qu'ils puissent fermer une porte pour dormir. C'est essentiel, ce sont des besoins absolument fondamentaux. Donc on va continuer de développer cela et c'est pour ça que, notamment, nous avons aujourd'hui renforcé nos équipes de maîtrise d'ouvrage d'insertion qui ont vocation à identifier des bâtiments, des terrains, notamment avec les collectivités, et puis de rénover des sites, en faire des logements pour des isolés ou des logements pour des familles, et puis y positionner ensuite des personnes qui ont des faibles ressources. Sans logement, qu'est-ce qu'on est dans la vie? Et des logements dignes, entretenus, de bon confort. Alors, ils ne sont peut-être pas très grands, mais c'est quelque chose de bon niveau, avec un encadrement. Alors ensuite, on peut critiquer s'il y a trop d'encadrement ou pas assez. Ça, je ne connais pas assez la vie des établissements. Mais disons, c'est des endroits de sécurité d'abord aussi. C'est-à-dire les gens qui vivent sont en sécurité. Or, si on reprend le cas des immigrés, pour un immigré, la sécurité, c'est une des choses essentielles à avoir. Il n'est pas possible de s'insérer dans notre société, de trouver une formation et surtout d'être assidu à une formation ou de trouver un emploi et de pouvoir rester dans cet emploi de manière pérenne sans avoir un logement. Je ne pense pas qu'une personne, qu'une famille puisse vivre dignement si elle n'a pas un logement digne. En plus, d'avoir un logement social de qualité permet de faire la chasse aux marchands de sommeil, qui sont un vrai problème sur notre agglomération, pour une simple raison, c'est que s'il y a une concurrence qui est faite à ces gens-là, les gens qui peuvent bénéficier de logements sociaux se tourneront vers le logement social qui est cadré, plutôt que d'aller vers des marchands de sommeil dont on sait très bien quels sont les objectifs. La zone mulhousienne est particulière dans la mesure où sur Mulhouse même, comme dans toutes les grandes villes, on n'a pas énormément de foncier disponible. Par contre, on a un gros avantage, c'est qu'on a un parc immobilier ancien qui est parfois dégradé, mais dont la valeur vénale est très faible et qui a une potentialité de réhabilitation. Et on a monté, en particulier avec Aléos, une opération de ce type où la ville a mis à disposition un immeuble qui était relativement dégradé et où Aléos a complètement revalorisé cet immeuble pour en faire une résidence sociale. Donc il y a un potentiel d'immeubles qui sont disponibles ou qui sont à un faible coût et une possibilité de faire du travail intéressant sur ces zones-là. Mulhouse est clairement une ville pauvre, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. En tout cas, moi aujourd'hui, vu de mes 20 ans de présence sur le territoire, j'ai toujours travaillé que dans les quartiers pauvres, donc
sans doute que je suis aussi plus sensible à ce volet-là. Mais je pense que Mulhouse a des atouts aujourd'hui qu'il faut absolument qu'elle valorise. Les atouts de la gare, il y a les atouts économiques qui sont en train de se redévelopper sur notamment l'industrie du numérique. Tout ça est en train de bouger. Mulhouse est en train de bouger de manière assez importante. Le volet économique est en train tout doucement de reprendre. Donc je pense que voilà, il y a toute une série d'atouts. Maintenant, est-ce que les atouts vont pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir muter ? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes, à suivre à mon avis de très près. Je pense que le potentiel est là. On a un centre-ville qui a été reconquis, qui est très sympa, dont les visiteurs reviennent toujours, nous disent toujours qu'il est formidable, notre centre-ville. Il n'est pas très grand pour les raisons qu'on a abordées tout à l'heure. Mais à côté de ça, on a des anciens sites industriels dans lesquels nous avons conservé une grande majorité du bâti du 19e et du début du 20e, qui est exceptionnel. On a probablement l'un des patrimoines les plus exceptionnels, et on est en train de le reconquérir avec tous les acteurs. Il y a les deux principaux sites sont le site SACM et le site DMC, qui sont, pour le site SACM, quasiment dans le prolongement du quartier-gare et du centre-ville, le site DMC à peine plus loin. On a dedans les émergences sur le site SACM de KM0 et sur le site DMC de Motoko, avec plein d'autres projets autour, et la ville est en train de se réinventer sur quelque chose qui est un peu tripolaire, entre le centre-ville et la gare, le quartier SACM et le quartier DMC. C'est là que sont les grandes émergences, et je crois qu'on peut avoir beaucoup d'ambition pour notre ville, ancrée sur ces trois pôles. En tant que maman seule, donc, j'ai dû diminuer mon activité professionnelle, donc, ce qui veut dire par conséquent moins de ressources aussi financières. Pourtant, j'ai une formation, j'ai des diplômes, et j'arrive en France et j'ai du mal à trouver un boulot, à me stabiliser dans mon boulot, ça traîne, c'est dur et tout. Il n'y a pas de discrimination, c'est pas parce que j'ai pas tous les critères négatifs que Aléos va pas m'accepter. Non, elle dit attends, ok, là il y a un gros problème, je m'en serais pas sortie. Je me noyais complètement avec le loyer que je payais auparavant. Aléos m'a apporté effectivement le fait de pouvoir quand même payer un loyer bien moins cher que chez un particulier. Vous ne guérissez pas d'une maladie si vous ne l'acceptez pas. Ben, c'est pareil, une expérience, une tuile qui vous arrive, si vous ne la prenez pas à bras-le-corps, si vous en faites tomber la moitié à côté de votre fatras, là, ben vous n'allez pas pouvoir reconstruire si vous faites tomber des bouts. Voilà, on doit tout avoir pour que la reconstruction elle soit entière. Aujourd'hui, on est à 14 résidences sociales, à peu près 80 logements dans le diffus, voilà, sous forme d'immeubles de 2, 3, 4, voire parfois 15 logements. Et c'est vrai qu'on a un rythme assez dense actuellement, puisqu'on est à peu près sur une dizaine de logements dans le diffus par an et une à deux résidences sociales par an en livraison. Ce qui fait à peu près en résidence sociale, en moyenne, je dirais 80 logements. Aléos travaille effectivement avec un certain nombre de partenaires, des collectivités, des mairies, mais les choses font que souvent ce sont des opportunités qui se présentent un peu fortuitement par le biais de propriétaires qui n'ont pas la capacité d'entretenir un immeuble ou un bâtiment. Et souvent, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc ce sont des immeubles parfois vétus que nous avons l'occasion de récupérer et que nous rénovons de fond en comble avec un certain nombre de subventions et qui permettent ensuite, si vous voulez, de revaloriser, de tirer vers le haut un certain nombre de rues de quartier par une réalisation que nous menons toujours de bout en bout, c'est-à-dire que nous assurons une réhabilitation complète de l'intérieur des appartements, nous les remettons aux normes et puis on remet sur le marché un immeuble avec une façade refaite, repeinte. Donc c'est un peu une contribution à l'amélioration du cadre de vie urbain. La première problématique que nous rencontrons est effectivement liée au foncier.
Vous avez un foncier qui est excessivement cher, a fortiori dans la périphérie de Mulhouse, puisque en dessous de 20 000 €, je crois qu'il n'y a quasiment plus aucune commune qui soit en dessous de 20 000 € de l'art, donc c'est particulièrement compliqué. Mais Aléos, c'est vrai, intervient surtout sur de la construction, de la réhabilitation, plus que sur la construction, notamment dans des situations sur lesquelles d'autres ne veulent pas forcément s'engouffrer. Aujourd'hui, on a des studios à disposition qui sont tout neufs et qui répondent beaucoup mieux à la demande, surtout à la demande actuelle. Des bâtiments qui sont réhabilités, qui sont tout neufs. Donc l'évolution à ce niveau-là, elle est aussi tant sur le public, mais tant aussi sur l'offre qui est proposée par Aléos. On appelait tous ces sites pas résidence, mais foyer. Et au début, quand on parlait de foyer Cotrami, c'était toujours un mot qui était très dur. Donc, comité de travailleurs migrants, à l'époque, c'était un peu mal vu, quoi. C'était toujours, on pointait du doigt, donc, foyer. Et donc, en passant donc à résidence, donc vers les années en 2001, quand on est passé à Aléos, ça a été un mot beaucoup plus doux. Et j'ai invité aussi les gens, par exemple de la mairie de Cernay, le C16 de la mairie de Cernay ou de Mulhouse, à visiter nos résidences. Et à ce que les gens de l'extérieur rentrent dans nos résidences pour voir un peu comment ça se passait, quoi. Parce qu'on croyait toujours que c'était un ghetto, les foyers. C'est vrai que le mot foyer à l'époque était un mot très très dur, disons entre guillemets, quoi. Avant les années 2000, on était plutôt sur des logements dits à confort partagé, hein, où on retrouvait des chambres de 9, 10, 12 mètres carrés avec des cuisines communes, ce qui convenait parfaitement au public d'antan. Aujourd'hui, le besoin a changé et toutes nos réhabilitations aujourd'hui consistaient à créer des studios avec le confort individuel. Voilà. Ce qui nous permet d'ailleurs d'accueillir un autre public, voilà, et notamment du public féminin. Aujourd'hui, on peut plus dire logement social c'est du bâti dégueulasse pour faire court et le propriétaire privé il fait du beau, c'est pas vrai. Là aujourd'hui, franchement il y a des opérations où vous dites c'est vraiment du logement social quoi. Voilà. Donc aujourd'hui l'étiquetage, si on peut dire comme ça, logement social sur du bâti neuf, c'est pas si facile que ça à deviner. Hein. Voilà. On va plutôt réfléchir, nous, d'abord à l'espace et plutôt, dans un deuxième temps, aux éléments qui sont nécessaires hein, pour réaliser donc ces volumétries. Hein. Il s'agit d'une réhabilitation. Hein. Il faut bien imaginer que sur un bâtiment qui se trouve là derrière moi, hein, auparavant, il existait 2 cages d'escalier hein, qui prenaient quasiment un tiers de la surface disponible. Hein. Le parti pris hein, au départ était de gagner, d'optimiser un maximum de surface pour le rendre au logement hein, et du coup d'externaliser hein, l'ensemble des circulations extérieures. Il ne s'agit pas simplement en fait, d'une circulation, hein, on appelle ça des coursives. Hein, et quelque part, en fait, l'idée, c'est de trouver une espèce de rue extérieure, hein, une rue couverte, hein, qui permette justement aux différents résidents de dialoguer, de se rencontrer, hein, créer des échanges. Hein. On essaie de construire comme si on construisait pour nous. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et en pensant effectivement à la maintenance par la suite, puisque c'est des bâtiments qu'on va exploiter pendant 30 ans, 35 ans. Et donc l'idée c'est aussi de réduire les coûts de maintenance, quoi, hein, et ce qui permet aussi d'offrir des logements de qualité à nos bénéficiaires. C'est l'ancien tribunal cantonal de Cernay qui a des parties de son bâtiment qui sont inscrites. Un bâtiment qui date du début du XXe siècle et qui, pendant ces 20 ou 30 dernières années, était laissé un petit peu à l'abandon. Et après, ce qui est touchant, c'est de voir les photos avant et puis les photos après, quoi. Et toutes les difficultés qu'on rencontre dans la gestion des travaux sont vite derrière en finalité. La politique d'Aléos n'est pas à l'économie. Bien sûr, ils ont un équilibre budgétaire à atteindre, mais les interventions ne sont pas faites à l'économie non plus, quoi. Aujourd'hui, notamment ici, on a poncé, vitrifié des vieux parquets chênes hein, qui dataient de la construction de l'ancien tribunal, hein, donc 1905, si je me semble, 1905 ou 1907. Et donc des parquets qui aujourd'hui ont 115 ans, qui continuent dont les utilisateurs continuent à profiter, quoi. Donc, et c'est vrai que poncer et vitrifier, c'est aussi un travail et qui coûte parfois plus cher que de mettre un revêtement de sol souple. Moi je prends les choses à cœur, après je ne suis pas le meilleur, je suis pas parfait, hein, mais j'essaye de faire les choses avec cœur.
d'une manière ou d'une autre, même pour la vie intime des communes, s'il n'y a pas d'évolution, c'est l'effet inverse qui se produit, elles perdent de la vitalité. Pour une simple raison, on voit bien tous les anciens quartiers qui vieillissent. Les anciens lotissements des années 70 aujourd'hui sont occupés par les derniers constructeurs à l'origine qui ont 80 ans ou plus, et que donc forcément il faut qu'il y ait ce turnover avec de nouvelles constructions pour que nos communes puissent rester dynamiques. Pour moi, c'est assez clair, c'est un combat, parce que d'un côté, il y a des gestionnaires qui font leur boulot de gestionnaire et qui pensent politique publique en termes d'argent, et de l'autre côté, il y a des personnes en difficulté qui n'ont rien à cirer de ce côté gestionnaire, qui ont juste besoin d'être aidées, d'être accompagnées. Et bien sûr, nous, les associations, nous avons besoin de temps en temps de faire des coups de gueule collectifs pour dire que les pauvres, ce n'est pas la variable d'ajustement de la société. Au contraire, c'est une richesse sur laquelle il faut s'appuyer, avec laquelle il faut travailler, parce que toute personne a une importance. La particularité des associations, comme à l'EOS, c'est celle de mettre l'humain en premier. C'est-à-dire, l'homme est plus important que la machine, que l'économique, alors que, on va être très honnête, on n'est pas du tout dans ce rapport à la société où on admire les riches, on admire les beaux yachts, on admire les belles bagnoles, on admire ceux qui sont riches, et on huspille un peu les pauvres. Pour moi, pour ma part, c'est l'humain qui est prioritaire, et alors ça mérite tous les combats du monde. Les pouvoirs publics et l'État en ont les moyens dans la 6e puissance mondiale qu'est la France. L'arrivée du RSA il y a maintenant 20 ans a considérablement changé la donne, parce qu'on a la capacité d'offrir un minimum décent à toute personne qui est en situation régulière sur le territoire français. Donc c'est une avancée majeure, avec le contrepoids ou le risque qui est qu'un certain nombre de personnes ont des difficultés à sortir de cet accompagnement, et c'est aussi le rôle notamment des départements de les aider à travailler dans l'insertion, pour lequel là aussi Aléos est un partenaire. On a eu un phénomène de paupérisation sur les 15 dernières années, ce serait difficile de le nier, avec une plus grande partie de la population qui a été confrontée à des crises économiques, sociales. Il faut aller chercher les crédits partout, et l'Europe, la région, l'ARS, département, c'est compliqué. Ah, absolument. Pour une association de la taille d'Aléos, c'est compliqué parce que aujourd'hui, les associations sont souvent prises plus pour des sous-traitants que comme des interlocuteurs capables de proposer des choses. Alors Aléos, comme d'autres associations mulhousiennes, se bagarrent et sont des vrais acteurs reconnus. Mais c'est une bagarre permanente, parce que les modalités de financement actuelles, elles introduisent beaucoup de concurrence entre les associations, elles segmentent les problèmes. Il y a une vraie difficulté, et il faut qu'une association aujourd'hui construise une philosophie pour arriver à la fois répondre aux appels à projets, répondre à toutes les sollicitations, etc., et garder aussi cet humanisme qui permet de mettre la personne au cœur vraiment de l'action. J'ai tendance à dire que c'est un combat général si on considère les lieux communs et les représentations que le secteur associatif reçoit en permanence, et on est souvent obligé d'expliquer, pour ne pas dire se justifier, sur notre action. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant et qui doit nous interroger, parce que ça signifie que hier, quand on faisait de l'action sociale, quand on aidait les plus faibles, quand on essayait d'apporter un peu de justice un petit peu dans ce monde pour que les personnes ne soient pas en difficulté trop forte dans la rue, on était dans une logique comprise d'une certaine manière, parce qu'on estimait qu'on ne pouvait pas tolérer ça. Aujourd'hui, il faut justifier de ce que l'on fait et de est-ce que les gens qu'on aide méritent
en quelque sorte, qu'on les aide. Pour nous, ce sont des humains et on ne peut pas se permettre, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la situation qui a amené ces personnes à être en difficulté, à les aider. Donc, quand je parle de combat, pour moi, c'est un combat culturel aujourd'hui qu'on a souvent à mener, que ce soit vers les politiques ou le grand public en général. On voit des parcours de personnes qui sont parfaitement insérées et qui ont des difficultés familiales, professionnelles, cumulées et se retrouvent dans des situations de précarité. Et c'est tout le rôle et l'honneur aussi de nos collectivités de les accompagner dans ces périodes-là. Cette capacité à proposer à nos personnes qu'on accompagne non seulement de les nourrir, de les loger, mais aussi de les accompagner sur leur recherche de travail. C'est une spécificité mulhousienne, mais les problèmes qu'on peut rencontrer à Mulhouse ne sont pas extrêmement différents de ce qu'on rencontre dans d'autres villes qui sont confrontées à des difficultés. On échange souvent avec nos collègues de Roubaix ou de Saint-Étienne, des villes de taille comparable qui ont également des difficultés sociales. C'est des personnes motivées qui en veulent et qui souhaitent ardemment sortir du dispositif RSA. Et la personne de son côté fait tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un travail collaboratif, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai des personnes qui ont du mal avec Internet, surtout les personnes d'un certain âge. C'est difficile de voir des jeunes qui ne sont pas autonomes. Ça a commencé avec un divorce. Et moi je suis parti, j'ai tout laissé. Et je me suis aventuré avant. Et j'ai rencontré une autre personne qui était du Haut-Rhin. Et je suis arrivé ici à Ilzac. Resté 1 an avec elle et ça ne marchait pas. Et je ne savais pas où aller. Ici, il y a beaucoup de solidarité. Et on est un beau groupe qu'on est ensemble et qu'on discute. Des fois, on va en ville manger dans un petit restaurant en ville. Mais c'était dur. Il y en a ici qui ont passé des moments plus durs que moi. Pour moi, c'est une nouvelle vie. Oui. Heureux. C'est que tu quittes une maison, après tu te retrouves sans rien. Donc, on m'a logé ici. Je suis arrivée ici parce que c'était dû à un divorce. Et depuis que je suis ici, vraiment, je suis très bien. Il y a tout autour. Il y a des transports en commun. Moi qui suis malade, qui a mal au dos, au genou, je n'arrivais pas, je ne peux pas marcher loin pour aller prendre les transports en commun. Mais tant ici, il y a tout autour de nous. Je suis vraiment très bien ici. En Alsace, on a organisé historiquement le fait qu'on a des villes qui vont être plutôt administratives, d'autres villes qui vont avoir plutôt des vocations ouvrières, industrieuses, ouvrières. Et donc, comme on a moins d'ouvriers, il y aura plus de pauvres. C'est un peu cette histoire-là. Bon, après, c'est aussi... c'est pas parce qu'on va avoir plus de pauvres qu'ailleurs, plus de soucis d'habitat indigne qu'ailleurs, etc., qu'il n'y a pas des aspects hyper positifs, à savoir qu'on a aussi un historique dans le social peut-être beaucoup plus fort qu'ailleurs. Donc au niveau des associations, justement, mais au niveau aussi de l'implication des gens qui vont travailler dans ce secteur-là. Il y a une évolution forte. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un type de public qu'on a créé dans la pauvreté, qu'on a remis dans la pauvreté, ce sont les demandeurs d'asile. Au départ, ces personnes, jusqu'en 91, pouvaient travailler, ils étaient très vite intégrés, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, mais ils étaient très vite intégrés dans le monde du travail, parce que c'est à partir du monde du travail qu'on peut
qu'on peut s'insérer. En 91, un politique a décidé qu'il ne fallait plus qu'ils travaillent, il fallait qu'on attende qu'ils aient d'abord tous les papiers pour travailler. C'était une connerie monumentale et on a créé des pauvres. On a créé volontairement des pauvres. Par contre, dans la société aujourd'hui, effectivement, avec 5 millions de chômeurs, 5-6 millions de chômeurs, eh ben, il n'y a pas du boulot pour tout le monde, donc il y en a aussi un certain nombre qui sont plus importants. Rappelons-nous qu'en 1975, on était à 600 000 chômeurs. Aujourd'hui, on est à 5 millions. On voit bien aussi la massification de la précarité et de la pauvreté qui vient principalement du fait qu'on n'a pas mis l'humain au centre, mais qu'on a mis les bénéfices, la partie gestionnaire, la partie économique au centre. Tant qu'on pensera que les actionnaires sont plus importants que les gens qui vivent, je pense que notre société ira mal, quoi. Quand on a donné le bon alimentaire ou le logement, faut essayer que la personne progresse plus par elle-même. C'est quand même la base de notre métier. Et avec ce côté humanitaire nécessaire, obligatoire, on oublie, au-delà du Bernard Kouchner avec son sac de riz, il faut essayer quand même d'arriver à ce que la personne progresse et s'en sorte par elle-même. Et c'est ce côté-là qui est intéressant dans le métier. Il n'y a pas des hordes qui arrivent, des hordes d'immigrés qui arrivent en France. C'est faux, c'est archi faux. Je vais reprendre, alors c'est une formule que j'aime bien, c'est celle du grand démographe français François Héran, qui dit « Il n'y a pas d'invasion massive, il y a une infusion durable ». Petit à petit, voilà, ça se met en place. On a vu déjà dans nos résidences sociales le public se précariser. Vraiment, il y a encore 10 ans, on avait 25% de personnes qui étaient en activité. Alors c'était des travailleurs pauvres, mais même plutôt 30%. Et aujourd'hui, ce public de travailleurs pauvres est passé sur un public aux aides sociales. Donc, d'une façon générale, on voit grandir une précarisation durable. Et le problème, c'est que la précarité, qui est souvent liée à des modes de fonctionnement du secteur de l'emploi, en soi ne pose pas de gros problèmes. C'est normal qu'il y ait de la flexibilité dans les entreprises si ça n'inscrit pas dans la durée les personnes. Or, une précarité qui dure, ça devient de la pauvreté structurelle. Et c'est ça qu'on commence à constater, c'est-à-dire qu'il y a une absence de mobilité sociale pour ces personnes qui finissent par s'épuiser de tenter de s'insérer et une inscription dans le temps, dans une précarité qui génère bien d'autres troubles par la suite, de la démobilisation, des problèmes de santé, etc., etc. Je pense que ça se complique au niveau de la population, mais en même temps, on a des structures et des personnes qui sont de plus en plus professionnelles et à même de les seconder, de les aider, de les suivre dans leurs problématiques. Les jeunes, aujourd'hui, sont des publics particulièrement touchés dans notre société par les phénomènes de précarité et qui amènent donc à des systèmes un petit peu bis où voilà, on s'installe dans des systèmes de débrouille, de squat, voilà, et des choses qui prennent des proportions importantes. Il faut quand même bien voir qu'on est, alors là aussi je vais être quand même très critique, mais qu'on est dans une éducation nationale qui est adaptée à la classe moyenne, en gros à la petite bourgeoisie et à la bourgeoisie, et certainement pas aux précaires et aux plus pauvres. Les étudiants aujourd'hui sont en difficulté, certainement, mais aussi les retraités. Quand on voit le nombre de personnes qui sont à la rue et les hébergements d'urgence qui sont là, c'est toujours compliqué, quoi. Et il y a de plus en plus de jeunes aussi qui arrivent. Là, sur le 115, donc tous les lundis après-midi,
Je participe à la veille sociale du 115, donc ce sont les personnes qui sont à la rue et qui appellent le 115 pour trouver un hébergement. Et du coup, là, on voit de plus en plus de jeunes qui arrivent, donc les sorties ASE, donc les enfants, parce que 18 ans, pour moi, c'est encore un enfant, qui sortent des structures spécialisées qui sont depuis tout petit. À 18 ans, ils sont majeurs, donc ils doivent sortir de ce dispositif-là. Ou les parents aussi, qui les mettent à la rue. Tu as 18 ans, donc maintenant, tu es majeur, donc tu peux sortir. Donc c'est vrai que là, c'est compliqué. Et je sais combien il est important déjà de préparer la sortie des enfants de l'ASE, mais également de continuer un accompagnement après l'âge de 18 ans. On ne peut pas lâcher les jeunes sans continuer à les accompagner et surtout leur fournir un toit, leur fournir un logement. Et alors ce qui est assez révolutionnaire avec le service public de l'insertion et de l'emploi, c'est que la première porte à laquelle on frappe, eh bien, c'est la bonne. Ça peut être la mission locale, ça peut être Pôle emploi, ça peut être le conseil départemental. Et en background, l'ensemble des acteurs de l'insertion et de l'emploi se mettent en ordre de bataille pour proposer des solutions à la personne. Donc c'est tous les publics qui sont prioritaires et c'est vers eux que nous nous tournons à travers le service public de l'insertion et de l'emploi. Dans nos résidences, pratiquement tout le monde est en dessous des minima sociaux. C'est pour ça aussi que la raison de notre existence. Je dirais que on peut avoir ce ressentiment de dire qu'on paye et ce sont des profiteurs. Nous, notre vision, elle est différente. C'est un investissement. Si on considère que c'est un investissement d'aider, d'accompagner les gens, on les sort de leur précarité. Et à partir du moment qu'on les sort de leur précarité, ils font comme tout le monde. Et ils sont participatifs à une société qui évolue. Et peut-être qu'ils paieront des impôts plus tard. Et en ce sens-là, il ne faut pas prendre ces aides sociales comme une charge, il faut les prendre comme un investissement, parce que chaque fois qu'on sort quelqu'un de la précarité, on sait que la société en retrouve un profit. Je pense que j'ai pas mal bossé, bon voilà, mais c'était dans une... Je ne vis pas négativement, je vis que... Enfin, quand j'y repense, je vis que des choses positives. Même si on a vécu vraiment des difficultés lourdes, des sinistres avec des morts, enfin ça a été... Mais à chaque fois, il n'y avait pas de solitude, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de proximité avec les personnes elles-mêmes en difficulté et beaucoup de proximité avec tout le milieu associatif. C'est ça qui fait la beauté de ce travail. C'est que la personne qu'on accueille qui est en difficulté, elle n'est pas face qu'uniquement à une personne. Elle est face à une personne certes, mais qui représente une équipe et qui ne va pas lâcher l'affaire, qui va faire en sorte que la personne qui repart grandit de l'expérience. Il y a eu des progrès manifestes. Il y a une situation par exemple, de la qualité des logements globalement qui s'est améliorée. Il y a un certain nombre de logements sociaux qui ont été construits. Enfin, il y a vraiment, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais ce qui manque en matière de logement, c'est au fond une grande loi programme cadre. Parce qu'il y a beaucoup de petites mesures qui se sont accumulées, qui se sont additionnées les unes aux autres. Et malgré tout, il y a quand même en France 4 millions de mal logés de façon globale, qu'on passe, que ce soit les gens à la rue, il y en a à peu près, on ne sait pas trop, parce que les chiffres, mais à peu près 300 000, 250, 300 000, jusqu'aux personnes qui sont dans un logement surpeuplé ou indigne. Donc c'est assez compliqué. Et de plus, à côté de ça, beaucoup de gens maintenant du milieu populaire, du milieu qui sont des gens modestes, n'ont pas accès au logement, même pas au logement social, qui parfois est trop cher, avec des aides au logement qui sont trop faibles. L'évolution que moi j'ai vue, en tout cas à Cernay, c'est ça. C'est de l'homme seul, travailleur, qui était loin de son pays, à maintenant des familles du cru qui sont en grande difficulté et qu'il faut aider, qu'il faut porter, faire un bout de chemin avec eux. Quand j'étais arrivé à l'Alsace, c'est vrai qu'on avait... les personnes en tout cas que j'avais rencontrées me laissent penser que la problématique d'alcool était très présente. Et les personnes étaient marquées, on était sur des sans-domicile fixes classiques, non rasés, avec voilà, le SDF classique. Aujourd'hui, je pense qu'on a un public qui est confronté à des problématiques d'addiction beaucoup plus larges que la question de l'alcool.
En 24 ans de travail, je trouve qu'avant c'était beaucoup plus sympa. Il y avait ce côté humain. La différence, c'est qu'on avait des papis maghrébins, on avait des Chibani, et il y avait un mélange de jeunes, de retraités. Maintenant, les retraités, ils disparaissent. Et on a une nouvelle population qui est beaucoup plus, très fragile. Psychologiquement, pas très bien. Et puis, la donne, elle change, elle n'est plus la même. On est nous-mêmes amenés à s'adapter à leurs difficultés. Il y a eu vraiment beaucoup d'évolutions. Il y a eu de l'évolution au niveau de la pauvreté. Elle s'est quand même étendue. Elle a touché beaucoup plus de personnes. Historiquement, moi j'ai commencé dans les années 80. On avait un peu une reproduction sociale, des familles en difficulté, mais on les connaissait, c'était un petit peu toujours les mêmes personnes. Et après, assez rapidement, la situation économique s'est quand même dégradée et on a vu des personnes arriver dans le monde social identiques à nous. C'est plus dur dans la mesure où on a l'impression qu'il y a moins de solutions possibles en termes de remettre des personnes comme ça dans la vie classique de chacun. Cette fracture numérique engendre énormément de difficultés nouvelles pour certaines personnes qui sont déjà un peu en marge et cela ne les aide pas. Donc il faut souvent reprendre un petit peu toutes ces choses-là, réapprendre aux personnes à reprendre confiance en elles et à pouvoir aller face à l'adversité un peu plus en avant. Qu'au jour d'aujourd'hui, en plus avec l'épisode du confinement, le Covid, les troubles aussi, il faut mentionner le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des souffrances psychiques. Tout ça, ça fait comme un tissu humain qui a tendance à s'effilocher. On fait le pari de pouvoir amener une population de classe moyenne, de gens qui peuvent accéder à la propriété, etc. Ce sont des paris qui sont pris. Vous dire qu'on va y arriver, je ne peux pas vous répondre. Je pense à un cas particulier, effectivement, d'une personne qui était dans une situation avec une maladie psychique assez marquée et qui était dans le parc, on va dire, privé sur Mulhouse, et pour lesquels il y avait eu des échecs successifs des différents accompagnements qui avaient été proposés. Cette personne terrorisée parce qu'elle avait cette maladie psychique, la cage d'escalier dans laquelle elle était, et le président d'une autre association est venu me trouver pour voir si on pouvait l'accompagner parce qu'il était persuadé, il avait déjà eu cette personne d'ailleurs sur un emploi aidé, que quand elle était stabilisée, c'était une personne de bonne volonté capable d'avancer. J'ai rencontré cette personne à un moment où elle était un peu stable, et puis on a travaillé avec sa famille, on a réussi à la mettre dans un de nos établissements avec beaucoup d'inquiétude de la part des travailleurs sociaux, et elle est toujours chez nous, et elle s'est stabilisée, et elle a trouvé parfaitement sa place, et franchement c'était pas gagné au départ, et ça montre bien qu'à partir du moment où on donne sa chance à une personne, à partir du moment où on considère aussi sa situation particulière, c'est-à-dire en l'occurrence dans ce cas-là la maladie mentale et la nécessité de tenir compte de cela, eh bien on arrive à faire des choses extraordinaires. Je me rappelle aussi d'un copain d'enfance, Claude, qui avait un très bon travail, mais qui malheureusement a vécu une difficulté dans la vie. Son épouse et ses 3 enfants sont décédés dans un accident de voiture et il a totalement été perturbé. On a réussi à l'accueillir dans nos foyers, mais il est devenu clochard, donc c'est un grand malheur quand vous-même vous vous rendez compte qu'on avait une égalité de chance au départ et que la malchance a mal joué pour lui. Mais bon, le foyer était son lieu d'accueil, c'était un des seuls peut-être alsaciens d'origine qui était là, mais il fallait qu'on le traite de la même manière que les autres, qu'il soit respecté et accueilli d'une bonne manière. C'est l'histoire d'un jeune réfugié que nous avons rencontré récemment, de 33 ans, qui est un jeune papa d'ailleurs, qui a eu un parcours de galère pendant 10 ans, qui a fini par obtenir sa régularisation
Et tous ces gens dont on dit qu'ils sont des charges pour la société, il s'est peu à peu formé. Il a d'abord travaillé en usine, et puis il s'est formé, il a réussi à faire un CAP par l'AFPA, il est devenu électricien, il va peut-être décrocher un travail, il vient de décrocher un logement, enfin d'arriver à trouver un logement. Et on voit ce parcours, enfin je trouve magnifique, pour une personne qui en parle en disant je suis fière d'être français. Pour moi, je remercie la France. Et c'est vraiment le contraire du discours qu'on entend d'habitude, surtout en ce moment. Et ça m'a beaucoup frappé, c'était la semaine dernière. Je suis parti donc à la retraite il y a 4 ans et demi. Quand je suis sur Mulhouse, que j'aille au magasin Leclerc, que je sois dans la rue, que je sois sur Cernay, où j'ai passé aussi 20 ans de ma vie dans les sites, les résidents viennent me voir. Et ça me touche beaucoup, en me disant toujours en cours « Monsieur le directeur » ou « Monsieur Bernard ». Voilà, ça me touche toujours, bien sûr, parce qu'on a vraiment créé des liens avec ces gens-là, on les a aidés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un retour de ces gens. Ils savent que... Il y a même des gens qui disent « Tu reviens quand ?» Vous voyez, donc c'est souvent après 4 ans. Donc moi, bien sûr, ça me touche, ça m'a toujours touché. Je suis ici à Mulhouse 2018 et voilà, je suis avec mes 4 enfants. Et je suis à la maison. Eux, une elle est à l'université et l'autre elle est au terminal, l'autre elle est au lycée et le garçon il est en collège. C'est pour les études pour les enfants. C'est pour leur étude parce qu'en Tunisie, à propos de la révolution et tout ce qui se passe, il n'y a plus des études, il n'y a plus des... Voilà. Et tout ça, je l'ai fait pour mes enfants, pour terminer leurs études. C'est bien parce que on se sent qu'on n'est pas tout seul ici. Mon souhait que mes enfants terminent leurs études et travailleront. Et pour moi aussi, mon souhait que je trouve un travail ici à la CAP Petite Enfance pour aussi aider mes enfants. Mais retourner en Tunisie, non, je ne pense pas. Quand on est dans une structure associative, je pense qu'on soit bénévole ou qu'on soit salarié de la structure, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'en général, il y a une dimension d'engagement qui est extrêmement forte, qui est une dimension qu'on demande d'ailleurs aux salariés. Quand moi je les reçois et que je les recrute, ce qui m'intéresse avant tout, c'est quelle est leur adhésion au projet associatif, qui est un projet d'accueil de l'autre, qui est un projet professionnel qui a du sens, et qui donc amène tous les matins à se donner beaucoup d'énergie pour faire cela. Donc en fait, c'est dès qu'on est réveillé jusqu'à ce qu'on s'endorme, on n'a jamais de repos en fait. Et c'est vrai aussi que nos publics sont des publics qui peuvent parfois avoir besoin de nous le week-end, donc il n'y a pas vraiment d'arrêt. Mais bon, ça fait partie du job. Moi, j'avais des fois, je pleurais un peu, des fois, comme ça, en marchant un peu, en repensant, tout ça. Ça m'aidait, ça vidait un peu. C'est pas mal, des fois, de pleurer un peu tranquillement. Non. C'est pas dur. C'est prenant, c'est fatigant, c'est usant, mais dur, non. On n'est pas comme dans une entreprise où on produit, on crée un produit, on rentre le soir à 18h, on n'y pense plus. Là, il m'est arrivé déjà de rêver de certaines situations, bien sûr. C'était une dame que j'accompagnais qui, la première fois que je l'ai vue, était cachée, puisque son mari était très violent. Et elle était abîmée de partout, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et de fil en aiguille, on a réussi par le biais des assistantes sociales, par le biais de tout le petit cheminement et de toutes les petites choses qu'on a pu mettre en place, la sortir de son drame. Et au bout de 2 ans d'accompagnement, effectivement, elle a pu trouver un emploi, elle a pu se reconstruire, elle a pu avoir ses filles avec elle. Toutes les histoires, elles sont singulières, elles sont particulières, et toutes, elles nous touchent forcément, humainement. Ces histoires-là, on se dit, pour certaines d'entre elles, elles peuvent arriver à tout le monde.
Je me compare parfois à une éponge, donc très difficile aussi de couper. Quand la journée est finie, de couper, parce qu'il m'arrive de manger à Léos, de dormir à Léos, oui. Aléos, c'est quand même un projet d'accueil. Donc ça, c'est très important. C'est un projet d'accueil de l'autre. Donc accueil de l'autre, ça veut dire accueil dans toutes ses particularités, dans son histoire de vie, dans ses croyances, dans son genre, voilà, donc dans sa culture. Et ça, c'est un point essentiel lorsque vous venez travailler chez Aléos. Il faut impérativement que vous soyez dans une dimension d'accueil de l'autre tel qu'il est. Et ce qui suit immédiatement chez nous dans la philosophie, c'est la foi en l'homme. Et ce qu'on appelle, alors c'est très important, pour nous, la foi en l'homme n'a pas de connotation religieuse, elle a une connotation humaniste. C'est-à-dire qu'on considère que les personnes ne sont pas assignées à des cases et qu'on va les amener plutôt sur des chemins. Parce qu'on considère que chaque personne a un potentiel d'évolution, quelle que soit cette croyance, cette culture, cette histoire, un potentiel d'émancipation. Et pour nous, ça, c'est extrêmement important. L'association a été créée au départ par des personnes de la Société industrielle de Mulhouse, très majoritairement d'obédience protestante, on pourrait dire. Quelques-uns, à la Société industrielle, étaient catholiques. Mais les pères fondateurs, pourrait-on dire, ont eu cette grande intelligence de considérer que l'association devait être posée comme étant complètement laïque et assumée comme laïque pour permettre justement un accueil qui soit exempt de ces problématiques religieuses. La question du culte chez nous, que ce soit du culte musulman ou d'autres, ne s'est jamais vraiment posée parce que tout s'est toujours fait de façon à la fois naturelle, de façon apaisée, et c'est presque un non-sujet d'une certaine manière, malgré la diversité des populations que nous accueillons. Il y a le mélange intergénérationnel, mais il y a aussi les différentes ethnies, les différentes nationalités, bien que un peu de 80% sont des Français métropolitains. Peu importe, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça fonctionne relativement bien. Pourquoi ? Et je ne veux pas maintenant nous lancer des fleurs, mais ça fonctionne parce qu'il y a de la présence. Il y a un régisseur aussi, dans certains cas, dans certaines structures. Il y a l'équipe qui est là toute la semaine, même des fois en dehors. Donc non, ça fonctionne relativement bien. Après, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir en résidence sociale des tensions, parce que l'un va mettre la musique, parce que l'autre a fumé sa cigarette dans le couloir, parce que l'autre met la télé un peu trop forte. Et c'est là où nous, on repère ce genre de choses, et on évite que ça prenne une ampleur de dingue, quoi. Moi, j'ai débuté ici, j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 36. Donc effectivement, quand j'ai débuté ici, en termes de maturité, c'était pas le top. Mais ouais, j'ai pu grandir aussi face et grâce aux différentes personnes que j'ai pu côtoyer tout le long de ma vie professionnelle actuelle, qui est loin d'être terminée. Mais les différentes personnes que j'ai pu rencontrer m'ont permis d'évoluer aussi dans ce sens-là. Mais les jeunes qui devraient rentrer, effectivement, je peux que leur dire que c'est je pense, une belle étape dans sa vie professionnelle, que d'être face à l'autre, l'humain, et de se sentir encore plus utile que dans un autre travail. Je ne dis pas que les autres travails ne sont pas utiles, loin de là, mais c'est un beau métier. Aléos, c'est quand même assez éclectique dans son recrutement. Donc on peut avoir des profils qui sont un peu atypiques par rapport au secteur associatif à vocation sociale. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, moi j'ai travaillé 15 ans dans des grands groupes nationaux ou internationaux en tant que cadre, et un diplôme de finance et de droit, enfin d'école de commerce, école supérieure de commerce, ne me prédisposait pas spécialement à devenir directeur d'une structure associative comme celle d'Aléos. Mais enfin bon, comme dit l'autre, on ne m'a pas dit que c'était impossible, alors je l'ai fait, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a une approche qui est assez variée sur les recrutements, avec l'idée justement de pouvoir conjuguer un certain nombre d'histoires, d'expériences et de compétences différentes. Je dirais même que c'est dans la tradition d'Aléos, puisque finalement quand on résume notre action, elle se résume à travers la dimension de l'accueil de la personne. Pour les salariés, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on accueille les gens avec ce qu'ils amènent avec eux, avec leurs compétences, leur bonne volonté, leur savoir, pas forcément avec une idée préconçue du profil qu'on voudrait. Donc c'est toujours une rencontre entre
entre Aléos et un salarié. Bien sûr, sur le papier, c'est pas marqué, il doit être bon en technique, il doit être bon en administratif. C'est vraiment de savoir avoir plusieurs arcs, plusieurs flèches à son arc. L'âge n'est pas important. L'avantage chez nous, voilà, vous pouvez être gestionnaire à 35 ans et vous pouvez être gestionnaire à 60 ans. L'approche est différente auprès de nos publics, mais c'est pas ça qui va limiter. C'est vrai que moi j'ai un cursus plutôt technique. J'ai commencé il y a 24 ans chez Aléos, j'ai appris sur le tas et vraiment j'aurais pas pu imaginer atterrir chez Aléos. Quand j'ai débuté, donc en 98, je me répète, donc il n'y avait pas de travailleur social sur les sites, il n'y avait pas d'infirmière, et j'ai vu donc l'évolution donc de l'association donc, qui a fait venir donc des travailleurs sociaux donc sur les sites, et puis on était aidé aussi par une infirmière qui avait une permanence sur les sites. La chose la plus importante, je pense, sur les sites, c'était d'aller voir les gens le lundi matin, de les saluer, de voir comment ça se passait avec eux. Je pense que ça leur amène un brin de bonheur, quoi, voilà, tout simplement, quoi. Une carrière de 24 années dans l'armée. Alors ça rappelle un peu nos anciens qui étaient adjudants de discipline dans les foyers Sonacotra à l'époque. Néanmoins, ça a bien changé. Quand j'ai quitté l'armée au bout de 24 ans, j'avais fait de l'humanitaire. Donc j'avais déjà un peu cette tendance à vouloir me diriger vers l'humain. Aujourd'hui, j'ai un chef, et ce qui est normal. Donc, moi, en plus, la hiérarchie, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Mais il y a toujours cette notion humaine. Il n'y a jamais de surveillance particulière, on n'a jamais d'ordre formel. On a des consignes, on doit exécuter, bien évidemment, suivant ce qui est demandé dans les tâches de travail. Mais il y a vraiment cette notion humaine. Et puis, on peut toujours se retourner vers quelqu'un, un collaborateur, alors une assistante sociale, un coordinateur santé, un autre collègue gestionnaire. Et ça, on a toujours des réponses à nos questions quand on est un peu dans la panade. Le travail social, c'est la rencontre à l'autre, avec l'autre. Donc, immanquablement, on ne peut pas ne pas éventuellement apprendre de soi. Quand on fait de l'action sociale, on a toujours envie qu'éventuellement il y ait de moins en moins de situations. Et qu'à partir de là, éventuellement, on puisse s'effacer. L'idée, c'est quand même ça. Et c'est vrai que les dernières années, ne serait-ce que par rapport à un environnement économique peu stable, les difficultés, la précarité a plutôt grandi. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, ingrat dans ce travail. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le bout des choses, on n'arrive pas on perd des fois, quelquefois l'espoir. Cela dit, dans l'échange et dans la relation d'aide, le fait de pouvoir au moins aider une personne, parce qu'on a des résultats sur une ou deux personnes, sur une dizaine comme ça qui se présentent dans une journée, cela nous permet de nous remettre un peu en selle et de poursuivre. Quand une personne se présente à nous, je vois qu'il a la difficulté de dire « je suis bénéficiaire du RSA ». Et moi, je lui dis « non, ce n'est pas un problème ». Grâce à Aléos, j'ai beaucoup grandi, j'ai appris l'histoire de mes parents et puis développé ce cœur d'amour qui était un peu caché. Je l'ai un peu partagé avec tout le monde. Alors moi, ce qui me choquait, quand une personne décédait, mes collègues, mes ex-collègues qui sont plus là maintenant, ils rangeaient la chambre comme si c'était c'est bon, il est mort, voilà, on range. Et puis moi, je prenais le temps de plier les affaires, je tombais des fois sur la Bible, je prenais la Bible, je nettoyais la Bible, je la posais sur un coin, je pliais les affaires, alors que la personne est décédée, mais il fallait qu'il parte propre. Et à un moment, je me mettais à pleurer parce que je me disais, merde, dans cette chambre de 10 mètres carrés, il avait que ça. On va passer au petit geste pour le climat. Oui. Ça, c'est... Je souhaite un peu d'éternité, qu'on m'écoute, qu'on me réponde. Donc vous avez un système de badge. Notre façon de voir l'association, c'est de la voir un peu comme une entreprise, mais une entreprise particulière, une entreprise à vocation sociale. On parle beaucoup d'ESS aujourd'hui. Peut-être qu'on était un exemple de l'ESS.
l'économie sociale et solidaire avant qu'on définisse ce concept. C'est-à-dire cette alliance entre un objet social qui est un objet défini autour de l'homme et qui est fondamental pour nous, et puis la capacité de savoir en permanence travailler les outils, le management, le moyen d'être efficace autour de cet objet. ALSA, c'est Association pour le logement des sans-abri, une association bien mulhousienne, fondée dans les années 70, qui s'était donnée pour mission d'accompagner les personnes les plus précaires, le plus en difficulté sur le territoire de Mulhouse. L'avantage avec Aleos, elle couvre plusieurs activités. Donc, quand on parle de Aleos, facilement, on peut parler de la production de logements. C'est important, c'est l'outil central dans notre travail. On peut parler de l'accompagnement social, on peut parler de l'emploi, on peut parler de la santé. Donc, Aleos a tous ces éléments, tous ces atouts pour proposer, oui, une chaîne comme ça de prestations adaptées aux personnes qui sont dans le besoin. La force d'Aleos, c'est malgré tout effectivement une forte présence sur le terrain, qui a toujours existé, qui a été voulu par les dirigeants et les instances de l'association et qui permet, si vous voulez, d'avoir au moins une définition des profils de nos publics et des besoins qui peuvent être identifiés, et ensuite des solutions qui peuvent être développées, et surtout des orientations qui peuvent être faites, puisque vous savez que les services sociaux au niveau d'un département ou d'une région sont multiples et bien organisés, surtout en Alsace. Donc je crois que c'est ce travail en réseau qui a toujours été un peu prépondérant au niveau d'Aleos. Cet effet équipe, groupe, c'est ce qui fait le plus d'Aleos. Et on a aussi, surtout, l'expérience dans le domaine. On est là quand même depuis les années 50, on a connu quand même des choses extrêmement graves durant toutes ces années, et on est encore là. On est toujours là. Est-ce qu'on sera là demain? Je ne sais pas, mais je pense qu'on sera encore plus fort demain. Notre point fort actuel, c'est notre réactivité. On peut progresser actuellement qu'en ayant des bons partenaires et en s'appuyant sur ces partenaires. À un moment, on leur rend service, à un moment, c'est eux qui nous rendent service. Et c'est ce partenariat qui fait évoluer les choses et permet de résoudre des problèmes. C'est un vrai travail d'équipe, quoi, et on travaille en synergie avec les différents services d'Aleos, quoi, et sans cette synergie, voilà, personne n'avancerait, quoi. Voilà. C'est un peu la force aussi d'Aleos, c'est qu'entre les différents services, il y a un échange qui est là, qui est régulier et qui est appréciable et qui fait avancer l'association, mais aussi au bénéfice de nos usagers ou de nos bénéficiaires, quoi. Je trouve que c'est ça qui est particulièrement intéressant dans Aleos, c'est le travail global qui est mené au bénéfice de ces locataires et finalement à notre bénéfice à tous, puisqu'ils ne sont qu'une partie de la société que nous composons. La Fondation Abbé Pierre soutient toujours de façon à permettre de boucler l'opération. On ne se substitue jamais au pouvoir public parce que ce serait leur donner de mauvaises habitudes. Mais voilà, et donc pour nous, une action comme celle d'Aleos est essentielle. Mais il y a aussi chez Aleos un humanisme qui anime l'ensemble de l'association. C'est net. Moi, j'aime beaucoup aller aux assemblées générales d'Aleos parce qu'il y a toujours une intervention, une réflexion sur la société, les problèmes du moment. Et on voit que cela anime les équipes aussi à l'intérieur. Un acteur comme Aleos, c'est un acteur central parce qu'il allie l'économique, hein, donc il est bailleur, donc il va accueillir des gens qui vont payer leur loyer. Ces loyers vont permettre d'entretenir et de permettre la construction de nouveaux projets. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On est un acteur économique, on a de plus en plus d'importance et on fait avec. Et de l'autre côté, de mettre dans ces rouages le social pour permettre à chacun d'arriver aussi à trouver son projet, à être bien accompagné, parce qu'il faut être accompagné. Quand on va mal, on a besoin d'être accompagné. Hein. Quand on a un problème de santé, on ne le fait pas tout seul. Hein. On ne dit pas « débrouillez-vous tout seul, vous êtes quand même assez grand ». On dit « va voir le médecin, va à l'hôpital, on fait des examens ». Donc c'est pareil pour le reste de la vie. Il faut, quand on va mal, avoir de l'aide. Et Aleos a su aussi
su aussi le faire. Je crois que leur force aussi, c'est d'avoir toujours travaillé des populations en difficulté, quelle que soit la forme de la difficulté, et donc d'avoir une connaissance humaine aussi très importante, qui fait que la réunion de leur volet très technique d'un côté, de leur, on va dire, de leur histoire humaine avec les populations qu'ils ont accueillies au fil du temps, leur donne aussi une troisième force. Je veux dire à la fois le statut, leur professionnalisme et leur connaissance, j'ai envie de dire, de toute une histoire qui portent et qui est leur richesse, très concrètement. Donc voici votre appartement, vous avez le même système, vous posez le badge devant, ça cercle en vert, vous tournez. La commune, elle intervient sur les gens qui sont dans des situations de très grande précarité et elle assure les fonctions vitales, c'est-à-dire se nourrir, se loger. Et ces personnes, on les accompagne jamais dans la durée, on leur permet de passer un cap, notamment avec de l'aide alimentaire. Je crois beaucoup à l'intérêt des épiceries solidaires, qui sont un élément essentiel, qui contribuent à permettre de passer un cap, qui permettent de restaurer aussi une forme de dignité. C'est un point important. Ça, c'est l'action municipale. Et le relais est pris par le conseil départemental, ici la collectivité européenne d'Alsace, qui elle a pour vocation à accompagner de façon plus longue et à trouver les solutions d'insertion. Et un de nos rôles essentiels en tant qu'élus départementaux et en tant que fonction départementale, c'est de proposer des stages, des formations, des boulots aux personnes qui sont dans une situation d'accompagnement. Et c'est ça qui fait la différence et qui permet de sortir de ces situations d'accompagnement. Effectivement, l'aide sociale, c'est pas de l'assistanat. Mulhouse fait partie, elle doit être la deuxième ville de plus de 100 000 habitants, la plus pauvre, la plus jeune, et avec le plus grand nombre de personnes immigrées, donc le plus grand nombre de nationalités. Donc quand on cumule ces particularités, on a donc un environnement urbain avec des personnes jeunes en plus grande difficulté, puisque les jeunes sont plus en difficulté et qu'on en a plus à Mulhouse, et puis en plus issus d'une immigration importante, qui est l'histoire ouvrière de Mulhouse, qui fait que les problèmes sociaux sont assez concentrés sur la ville de Mulhouse. Donc c'est vrai que c'est un endroit où la réponse sociale est plus importante qu'ailleurs. D'ailleurs, notre association y est très présente, même si elle est présente ailleurs, à Colmar, on est présent à Cernay, à Saint-Louis, à Haute-Marsheim, à Riedisheim. À Ilzac, on est présent dans d'autres villes. Mais à Mulhouse, particulièrement du fait de cette histoire et de ses particularités sociologiques. Si on prend intrinsèquement la ville elle-même et sur les villes de plus de 100 000 habitants, sa sociologie de ville-centre de l'agglomération est une sociologie qui n'est pas très bonne parce que la cause en est où? La ville ancienne, 6 000 habitants en 1800, toute petite ville ancienne, et le reste, ce sont des quartiers périphériques qui n'ont pas la qualité de villes qui ont notre taille aujourd'hui et qui avaient déjà 30 ou 50 000 habitants en 1800, avec un centre ancien, une bourgeoisie commerçante, des centres de décision. Je rappelle que nous n'avons à Mulhouse ni préfecture, ni conseil départemental, malgré notre taille. Nous sommes une grande sous-préfecture, mais nous n'avons pas un tas d'institutions à Mulhouse. C'est illustratif d'un tertiaire relativement faible sur Mulhouse, donc aussi des emplois qui n'y sont pas. Mais tout ça dans la ville-centre. Si on prend à l'échelle de l'agglomération globalement est assez riche. Elle n'est pas très riche et elle est dans un entre-deux en termes de taille. C'est le choix qu'elle a devant elle, c'est est-ce qu'elle saisit tous ses atouts et qu'elle a l'ambition d'aller loin, et je pense qu'on va y arriver, collectivement sur un projet global au niveau de l'agglomération. Sur le plan social, je crois que ce qui est important, c'est non pas est-ce qu'on est bon par rapport aux autres, mais est-ce qu'on apporte des réponses aux problèmes qui sont rencontrés sur le territoire. Je pense que l'ensemble des acteurs à Mulhouse ont une qualité, c'est de se rencontrer régulièrement, d'échanger entre eux, de regarder la réalité en face et d'essayer d'apporter des solutions nouvelles aux problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, qui ne sont pas ceux, comme vous venez de le dire, d'il y a 30 ans. Je rappelle que sur les personnes
auxquels s'intéressait au début le Cotrami, c'était des travailleurs isolés, et que le regroupement familial fait qu'évidemment les choses ont changé, c'est Giscard 74, et que ce sont maintenant des familles entières qui sont là, qu'il convient de loger, et qu'il convient surtout d'intégrer dans un développement collectif du territoire, tous ensemble. La réalité, c'est que c'est une ville pauvre. Après, c'est pas un concours de savoir qui est le plus pauvre. On est aujourd'hui 30% de la population qui est au-dessous du seuil de pauvreté, suivant les calculs de l'INSEE. Donc c'est un taux de pauvreté important, mais on a aussi une population qui est à l'autre extrême. Donc c'est une ville de contraste, avec des gens très pauvres et puis des gens très riches. C'est ce qui fait aussi la richesse de la ville, c'est qu'il y a ce mélange de population, ce qui la rend difficile aussi à faire fonctionner, parce qu'il faut à la fois être conscient des problèmes qui se posent pour les plus pauvres, mais ne pas s'adresser qu'aux pauvres. C'est pareil partout, sauf qu'à Mulhouse, c'est toujours plus. Les chiffres sont toujours plus importants. On a plus de pauvres à Mulhouse, on a plus de gens qui n'ont pas de travail, on a plus de problèmes d'habitat indigne. C'est toujours plus à Mulhouse. Je crois qu'il faut évidemment maintenir l'ordre, mais il faudrait peut-être avoir une réflexion un peu plus poussée, parce que moi, j'entends des discours, par exemple sur l'économie, c'est une crise systémique. Mais la crise sociale, elle est systémique aussi. C'est-à-dire, ça met tout en œuvre, tout est lié. Donc, voilà. Aujourd'hui, par exemple, on attend, là je vais être un peu polémique, mais on entend les Français ont fait beaucoup d'économies. Ils ont mis sur le livret A. Mais que je sache, le livret A, on nous a toujours dit que ça servait pour les logements sociaux. Donc s'il y a tellement d'argent, on peut construire des logements sociaux. Bon, et apparemment, on n'en construit pas. Moi, je pense que tout le monde est de bonne volonté. Les politiques, les institutionnels, une ville comme Mulhouse prend parfois des engagements. La question, c'est simplement de les mener au bout. Notre gros problème aujourd'hui de tous les politiques, c'est une visée non pas au mandat électif de 6 ans, mais il faudrait qu'ils aient une visée de 30 ou 40 ans. Or, prendre des décisions à 40 ans, ça engage non seulement maintenant, mais ça engage aussi les gens futurs. Or, chacun a envie de marquer son nom, marquer son truc et veut refaire le monde. Moi, je peux donner des exemples. On a monté des services qui ont prouvé leur efficience, et puis un jour, on a décidé que ces services n'avaient plus raison d'être, voilà, il fallait faire des économies, et on casse des formations, on casse des gens qui ont des compétences, et pour les remettre ensuite en place, il faut nouveau 5 ou 10 ans, parce qu'on ne met pas en place quelque chose en 6 mois, c'est pas possible, on ne transforme pas une société en 6 mois, on la transforme en 20, 30 ou 40 ans. Et dans 40 ans, on se plaindra pourquoi on n'a pas pris les bonnes décisions. Moi, aujourd'hui, on a besoin de politiques qui ont une visée à long terme et pas de politiques qui ont des visées au mandat électoral. Mais ils sont aussi prisonniers de ce jeu du mandat électoral. Pas pour ça qu'on va remettre la démocratie en question, mais en tout cas, il faut qu'on ait des visionnaires, des gens qui ont une vision du monde et pas simplement une vision des 5 ou 6 années de mandat qu'ils ont devant eux. Je trouve qu'il y a un discours dominant, malheureusement souvent dans les médias aussi, mais de la part des hommes politiques, qui est plutôt, je vais aller jusqu'à dire méprisant pour un certain nombre de gens, pauvres ou migrants. L'opinion publique est mal informée. Je trouve qu'il faut absolument que... Bon, nous on essaye, mais on a peu de rayonnement quand même, un petit peu, mais on se bagarre. Mais les médias ont un rôle à jouer là pour traduire autrement le respect de tous ces gens qui essayent de vivre et de survivre et qui ont des parcours compliqués. J'ai vécu en Afrique et je connaissais que c'est un peu la pauvreté sur ce continent, et je continue aussi à œuvrer à travers une association, comment dirais-je, humanitaire. Donc c'est vrai que les questions liées à la pauvreté, elles se posent différemment. On est sur une pauvreté, allez, j'ose même dire relative ici, par rapport à ce que j'ai pu voir. Là-bas, c'est le besoin sont partout, les gens manquent de tout, même vraiment couvrir le besoin primaire est problématique.
Et ça, c'est de quel côté de Mulhouse ça? Il y a des populations où on ne sait pas où les mettre, hein, c'est-à-dire notamment les personnes qui ont des pathologies psychiatriques. L'hôpital psychiatrique est blindé. Il y a de plus en plus de manque au niveau des psychiatres. Et les personnes qui sont à peu près stabilisées, il n'y a pas d'autre solution que de les mettre dans des résidences sociales. Donc, puisqu'il n'y a pas de structure plus que ça spécialisée, on est vraiment en manque par rapport à ça. Après, il y a des personnes, seules les femmes, c'est aussi compliqué. Alors là, Aleos essaye de réinstaurer ou de réhabiliter en tout cas les résidences sociales pour que ce soit des studios et pour que justement les femmes puissent être tranquilles, parce qu'au départ, les résidences sociales, c'était fait pour les personnes migrantes. C'est malheureusement un public qui dérange, alors qu'il est tellement agréable quand on le côtoie, quand on le vit. Faut savoir accepter nos différences qui sont au contraire une richesse. Si le brassage ne se fait pas, on n'avance pas. Mais ça avance par le brassage. Et ça, c'est l'histoire. L'histoire n'est jamais immobile. Il faut toujours voir qu'il y a quelque chose qui se construit petit à petit. C'est comme l'identité. L'identité, elle n'est pas unique, elle est plurielle, elle n'est pas figée, elle évolue, elle est sans cesse, elle se rectifie sans cesse, et elle se rectifie par l'apport des étrangers, de toute façon. Au départ de ces associations d'aide aux migrants, il y a eu l'alphabétisation, il y a eu le partage de connaissances, il y a eu la culture, le respect de la religion de l'autre. Je crois que tout ça, ça fait partie d'une humanité qui doit accepter cette diversité qui est une richesse. Donc pour moi, le slogan français « Liberté, égalité, fraternité » devrait se rajouter encore d'humanisme. On est là pour avancer à deux. Seul, je ne fais rien. On fait le travail à deux. Mais si on marche dans la main, on arrive. On arrive. Parfois, ça prend du temps, mais on arrive. Dans la mesure où souvent, ils sont un petit peu perdus. Et donc, les aider tout simplement à refaire un appartement, à réparer des choses, etc., ça me semblait essentiel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quelquefois dans des gestes du quotidien que la relation d'aide se construit d'une part et est très, on va dire, très percutante. Et chaque fois qu'on voit le sourire sur les lèvres des gens, on se dit, ça y est, on a fait un grand pas ensemble. J'ai toujours essayé de lutter pour en revenir à la personne qui s'en sort par elle-même. Et pas simplement qu'on arrive à trouver comment on va fournir des colis alimentaires à tout le monde. Oui, il faut en fournir, mais comment on va se battre pour que la personne elle arrive vraiment à s'en sortir par elle-même. Et que ce métier, que mon métier initial, revienne à ça aussi, ne l'oublie pas. Adhérer aux soins et qu'on arrive à sortir de ce système-là, c'est bien aussi, quoi. Parce qu'au départ, les résidences sociales, c'est pas pour qu'on y reste toute sa vie non plus, quoi. C'est vraiment, on a un coup dur, on sait pas où aller, on va en résidence sociale et le but du jeu, c'est d'essayer de remonter la personne pour qu'elle puisse après intégrer un logement en diffus et qu'elle puisse continuer sa vie et voilà, quoi. C'est pas pour qu'elle reste toute sa vie. C'est vrai que c'est compliqué. La meilleure chose, effectivement, c'est quand on arrive à sortir les personnes des résidences sociales pour qu'elles puissent intégrer un logement lambda. Vous avez aussi toutes les autres personnes qui ont pu connaître dans leur parcours de vie des choses extrêmement difficiles, avec des addictions, et souvent quelques addictions, et qui repartent sans addiction, grâce à tout le travail qu'on a pu mener aussi avec la personne, et tout ce qui connaît leur santé, travailleurs sociaux, et qui ont pu repérer les différentes choses qu'on pouvait corriger, qui repartent grandis de tout ça. Je suis ingénieur en informatique à la retraite. Et puis en 2018, j'habitais avec une compagne en Meurthe-et-Moselle. Et là, mes problèmes de santé, des artères qui se bouchaient pour des raisons inexpliquées, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de diabète. On m'a dû m'amputer déjà la moitié du pied à l'hôpital Schumann à Metz. Durant mon hospitalisation, ma compagne est décédée suite à 2 AVC. Du coup, moi j'ai passé 3 mois à vivre dans ma voiture parce que je n'avais pas d'appartement. Je faisais mes soins moi-même, donc vous voyez un peu l'hygiène qu'il y a dans une voiture pour faire des soins. Là, ça a commencé à dégénérer. Et puis un soir, je suis monté aux urgences et puis là, on m'a dit que vraiment, pour le moment, il n'y a pas de danger. On pouvait rentrer à la maison. Et là, sur ce, je dis au médecin, écoutez, je n'ai rentré à la maison, ça me posait un problème, je n'ai pas de domicile. J'ai donc intégré ce studio ici.
C'est un studio, on appelle ça les ACT, ça vous permet de reprendre une certaine indépendance, de vous préparer à la sortie. Et c'est ce que je suis en train de faire, parce que ça fait 2 ans que je suis donc dans ce studio. Et là, je suis en train de chercher un appartement sur Mulhouse ou environ. Malheureusement, les appartements PMR actuellement, donc personnes à mobilité réduite, il n'y en a pas énormément sur le marché. Donc je suis en attente, quoi. Quand on m'a parlé donc d'amputation, donc beaucoup plus haut, là aussi ça a été un coup. J'ai dit, ben, ça y est, ben, ma vie s'arrête, quoi. Comment je vais vivre après, tout seul? J'ai pensé au suicide parce que même la morphine ne servait plus à rien. À l'hôpital, on me donnait de l'opium, ça ne servait plus à rien. J'ai pensé au suicide, c'était la seule manière d'arrêter cette souffrance. Et là, heureusement que j'ai eu le réflexe d'en parler à un aide-soignant ici, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui m'a fait comprendre qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et puis, je vous dis, depuis que j'ai été amputé, j'ai plus de souffrance. Et je vois que la vie est faisable, même avec un membre en moins. C'est un combat de tous les jours, hein. Ça m'a permis de refaire surface, on va dire, hein, carrément. Et puis vous avez un soutien, c'est ça qui... Parce que dans la voiture, vous vous retrouvez tout seul. Vous savez plus, les jours passent et vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Ici, on reprend contact avec les gens, vous revivez. Si on m'avait dit ça 1 ou 2 ans auparavant, j'aurais dit non, ça m'arrivera jamais, quoi. Il y a beaucoup d'aides qui sont là. Souvent, les jeunes ne les connaissent pas. Il y a pas un problème de communication. Il faut aussi sortir du tout numérique pour retisser du lien entre les jeunes. Le contexte actuel n'est pas justement favorable, mais je crois que la jeunesse saura s'orienter pour que le monde soit encore meilleur demain. Le rêve, c'est que finalement, on n'ait plus besoin d'exister. Parce que si on n'a plus besoin d'exister, ça veut dire qu'on a réglé tous les problèmes. Et ce matin encore, j'ai dit qu'on fête 70 ans. Et que souvent, 70 ans, c'est déjà un âge où beaucoup d'entre nous sommes en retraite. Mais Alios ne sera pas en retraite. C'est peut-être ça un peu ma déception, de dire Alios ne sera pas en retraite, parce que ça signifie qu'on n'aura pas réglé toutes les difficultés, qu'on n'aura pas réglé toutes les misères et qu'il nous faudra continuer à accompagner les gens. Je crois qu'on a une société où on parle trop souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on ne parle pas de tous ceux qui arrivent à l'heure, de tout ce qui est positif, de tout l'aspect social, de toutes les possibilités. Moi-même qui suis au contact avec mes 3 enfants de jeunes qui ont grandi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, je vois mes petits-enfants, ont quand même un contexte très favorable. Mais après, il faut bien sûr que chacun joue sa partition. Je suis arrivée, ça m'a vraiment, vraiment surprise. La capacité qu'ils ont à dénigrer leur ville. Ça va jamais. Ça va jamais. Voilà, et qu'alors les efforts sont considérables pour améliorer la qualité, j'ai envie de dire, de vie à Mulhouse. Enfin, la ville a fait des pas de géant en 20 ans. Enfin, en tout cas, moi qui l'ai vu il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui, voilà, il y a eu des transformations considérables. Donc je pense que c'est déjà ces 2 points-là qui croient en eux et qu'ils arrêtent de dénigrer. Les 2 parties, si je vais les appeler comme ça, j'ai envie de dire, je vais faire très très schématique, les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, je fais très schématique, hein, c'est plus compliqué que ça, fassent un pas de chaque côté. Ça par contre, il faut que chacun fasse un pas. Pour se rencontrer, il faut que chacun fasse un pas. Ça ne peut pas être qu'un côté, quel que soit le côté. Hein. Pour moi, ça ne peut pas être qu'un seul côté. S'il n'y a qu'un côté qui fait le pas, ça ne peut pas marcher. Il faut que les 2 le fassent. Enfin, c'est ma vision très, très personnelle du sujet, mais je pense qu'il faut que chacun fasse un pas pour se rencontrer, sinon on ne se rencontre pas. Je rappelle juste qu'on est aujourd'hui dans une chasse aussi aux pauvres. Une personne à la SS au 1er juillet va passer de 900 € s'il avait le SMIC à 600 €. Il va lui manquer 300 €. Alors on est content, on a fait des économies, on peut sourire, hein. Bercy va être content, mais on met des gens à la rue qui vont coûter beaucoup plus cher, puisqu'on va intervenir derrière, et nous on coûte entre 20, 30, 40 € par personne, parfois un peu moins, mais on va coûter par jour, par personne, et donc on recrée des dépenses
Là, on pense faire des économies. Il faut aussi une vision globale de la société, pas une vision sectaire, une vision, moi, mon secteur, moi, je sais. Non, il faut une vision, le logement, le travail, la famille, tout ça, il faut avoir une vision globale. C'est le rôle des maires, c'est le rôle des présidents d'agglo, c'est le rôle des présidents de CEA et d'autres départements, c'est le rôle des présidents de région. Le problème, c'est qu'on a tellement sectorisé également nos financeurs. Hein. Quand moi je suis arrivé au boulot, il y en avait un, c'était l'État. Hein. L'État, alors bien sûr, on était tous contre l'État parce que c'était l'ennemi principal. Et puis l'État a parcelé ses responsabilités, les affiliés aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, on vous parle de compétences. Alors moi, je n'ai pas cette compétence-là. Mais aujourd'hui, quelqu'un dans la rue, ça doit être la compétence de tout le monde et pas simplement de l'État, quoi. Avant, il y avait une classe moyenne. Cette classe moyenne n'existe plus. Il y a un fossé entre le monde des riches et le monde, on va dire, normal, nous, les pauvres. Pas les pauvres, mais qu'on ne peut pas classer dans les riches, quoi. Je vous dis, avant, moi, je faisais partie de la classe moyenne. Je ne fais plus partie de la classe moyenne. C'est fini. On nous ampute les retraites de cotisations. C'est pas possible, quoi. Et à un moment donné, même les jeunes, qu'est-ce qui les attend? Ils ne savent même pas si un jour, en travaillant, ils vont avoir une retraite. Chacun d'entre nous, à la place où il est, a un rôle à jouer. Pas dans les mêmes responsabilités. Quand on est président de la République et quand on est directrice d'une structure associative ou quand on est mère de famille, on n'a pas la même responsabilité. Il ne faut pas renvoyer tout le monde à la même responsabilité. Mais on a tous quelque chose à pouvoir apporter dans ce qu'on appelle la société. Il faut qu'on fasse société ensemble. Il faut faire commun. Et aujourd'hui, on ne fait pas du commun. On fait de la différence, ou plutôt de la tension. Moi, j'ai envie de dire, oui, c'est pas simple. Tout le monde ne pense pas de la même manière. Tout le monde n'a pas la même histoire de vie. Tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Ok. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent nous réunir. Et plutôt que de travailler sur ce qui nous différencie, travaillons sur ce qui nous regroupe, fait commun. Et c'est vraiment sur ça qu'on a envie de travailler. Pour moi, le plus grand luxe, je dirais, de ma carrière professionnelle, c'est de ne jamais avoir me posé la question du sens de ce que je fais, de l'utilité sociale ou sociétale de ce que je fais. Donc ça, oui, ça fait grandir, c'est un luxe incommensurable. Dans cette immensité, dans ce monde, je souhaite un peu d'éternité. Qu'on m'écoute, qu'on me réponde, qu'on me considère, même plus que ça. Je veux juste un peu d'amour pour sentir que je suis là. À ce point chercher toujours et encore. Ne jamais finir sans aucune pause, toute sa vie courir vers je ne sais où, vers je ne sais quoi, pour une vision moins floue de vous envers moi.